Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille à nouveau l'astronome Jean-René Roy. Jean-René qui publie un livre par année, c'est donc la 4e fois qu'on le reçoit à nos micros. On a d'abord parlé avec lui du rôle important que joue la photographie dans la recherche en astronomie. C'est notre balado 40. On a parlé, il nous a présenté Jacques Lemaître, le père du Big Bang, dans notre balado 58. Et on a démystifié la matière et l'énergie noire dans notre balado 44, un épisode qui a été d'ailleurs fort populaire. Rappelons que Jean-René est astrophysicien et professeur au département de physique de l'Université Laval. Il a aussi œuvré à l'Observatoire Gemini à Hawaï et au Chili, ainsi qu'au prestigieux Space Telescope Science Institute de Baltimore. Et comme nous l'avons relaté, il est l'auteur de plusieurs ouvrages en français et en anglais. Aujourd'hui, on l'accueille à nouveau pour nous parler de son plus récent livre « La Terre dans l'espace ». Dans ce livre, il retrace le parcours que l'humanité a dû franchir pour finalement cerner la place que nous occupons dans l'espace. Claude et Jean-René nous feront donc faire un voyage dans le temps en remontant à 2500 ans en arrière, à l'époque de la Grèce antique et jusqu'à nos jours. Bienvenue à bord et bon voyage dans l'espace! Chers auditeurs, chères auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver. Et comme vous allez le constater, je pense, dans les prochaines minutes, Mathieu et moi, on est en studio. Comme vous l'avez constaté au cours de la dernière année et demie, à cause de la pandémie, on le fait à distance. On a appris à faire, on n'est plus en présentiel, ce qu'on ne disait pas un mot il y a quelques temps. Fait qu'aujourd'hui, on est en studio et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi l'astronome, notre ami et collaborateur à Voyage dans l'espace, Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bonjour, quel plaisir de se retrouver pour le vrai. Exactement. Et ce qui est amusant, c'est que le dernier balado qu'on a fait ensemble ici en studio, c'est avec toi, il y a 1 an et demi, le vendredi le 13 mars 2020. On ne pensait pas à ce moment-là que la pandémie durerait si longtemps. Même aujourd'hui, on enregistre, c'est pas encore tout à fait terminé, ça va mieux. En tout cas, c'est comme si on avait fait une révolution complète qui a duré 1 an et demi pour se retrouver en studio ensemble. C'est vraiment, moi, je suis vraiment heureux aujourd'hui et un peu ému. On a fait un peu une orbite de Mars autour du Soleil. Exactement, c'est vrai, ça c'est l'équivalent d'une orbite martienne, tu sais. Comme on l'a annoncé en début de balado, on va parler du plus récent livre de Jean-René. Qui s'appelle « La Terre dans l'espace ». Nous savons que nous habitons sur une planète, donc un immense astre rocheux qui gravite autour du Soleil comme les autres planètes. Nous savons aussi que le Soleil, c'est une étoile parmi des milliards d'autres étoiles qui font la galaxie, qui constitue notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Nous savons que la galaxie, notre Voie lactée, c'est une galaxie parmi des milliards d'autres qui constituent l'univers. Nous, on sait ça. Ce qu'on sait peut-être moins, ou ce qu'on a un peu oublié, c'est que ça a pris des milliers d'années avant qu'on réalise la place qu'on occupe dans l'univers. Ça a été une très, très longue démarche de finir par comprendre que finalement, nous habitons sur une petite planète quelconque autour d'une étoile qui est une étoile parmi tant d'autres, etc. Donc, c'est une démarche qui a été très, très longue. Et c'est ce que raconte le livre de Jean-René, donc « La Terre dans l'espace ». Il nous fait faire à la fois un survol historique de comment nous sommes parvenus à nous situer dans l'univers. Son livre que j'ai lu, qui est vraiment très intéressant, il est très, très riche. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'illustrations aussi. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que il nous explique des notions et il nous les illustre. En même temps, il nous fait l'histoire de la connaissance humaine. Comment on est parti d'idées que l'univers, c'est quelque chose de magique qu'on ne comprend pas jusqu'à notre connaissance d'aujourd'hui. On aurait pu choisir beaucoup, beaucoup d'angles dans ce livre-là. On va en choisir un seul. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue, Jean-René et moi. Quel angle on va prendre parce qu'il y avait beaucoup de matière. On va faire un survol de l'histoire de notre place dans l'univers. Comment depuis... Ça remonte à peu près à il y a 2500 ans, 2600 ans, où on a commencé à comprendre qu'on est peut-être sur une planète jusqu'à aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on parle du livre, Jean-René et moi, présenter son livre, qui est un livre que j'ai bien aimé. J'aimerais savoir, Jean-René,
Présente-nous ton livre dans tes mots. Comment toi tu le présentes? Donc, c'est toujours un retour sur le passé que je trouve intéressant. D'ailleurs, comme vous l'avez bien résumé, Claude, c'est cette thématique que j'ai prise de nous situer dans l'univers. Et pour moi, j'en ai profité. Donc, je joue un tour à moi-même et au lecteur de raconter toute l'histoire de l'astronomie, en tout cas une grande partie, en utilisant ce fil conducteur. Évidemment, ça n'a pas été la démarche des astronomes à travers le temps. Aujourd'hui, je me lève et je vais établir où la Terre est dans l'espace. Souvent, c'est par rebondissement de ce qu'on a trouvé, presque par hasard ou avec intention, que petit à petit, on a situé la Terre dans l'espace. Et d'ailleurs, cette première démarche s'est faite il y a très longtemps, il y a 2500 ans. Ce faisant, j'avais deux objectifs. Celui que j'appellerais rétablir la mémoire. Il est courant aujourd'hui de présenter les choses comme si on les avait découvertes récemment. Que avant la NASA, il n'y avait rien. OK? Donc, je veux justement, en ce faisant, rétablir la mémoire et ce que j'adore faire, vous le savez, c'est un peu de déconstruire certains mythes. Et en conséquence, par exemple, Copernic est arrivé avec l'héliocentrisme. Mais c'était pas le premier. Ça, on le sait assez bien, on le rappelle assez bien. Mais il n'est pas arrivé au début des années 1500, où il a émis la première fois ses hypothèses dans quelques écrits comme le Commentarialus, avant son fameux grand Les révolutions des orbes célestes en 1543. Il n'est pas arrivé de nulle part avec ça. Et finalement, il était disciple de ceux qui l'ont précédé à l'époque, entre autres des gens comme Regiomontanus ou Georges Feuerbach, qui l'avaient précédé. C'était des chercheurs de l'Allemagne à l'université de Vienne et l'université de Nuremberg, qui eux-mêmes étaient dans la filiation de certains penseurs médiévaux, dans l'approche de philosophique et surtout de données et de chercheurs arabes et persans. Okay. La connaissance, c'est quelque chose qui se construit, c'est un édifice qu'on construit, on rajoute des étages. Et continuité. Parfois, on défait des étages. Donc, et l'allusion à la construction, je l'adore, Claude, parce que souvent, on avance des hypothèses un peu comme on élève des échafaudages. Pour mettre en place les différents étages. Mais l'hypothèse qui est l'échafaudage, quand les choses sont pas mal en place, on enlève l'échafaudage. Mais l'échafaudage a été nécessaire. C'est plus la structure permanente. Et en science, c'est une idée que je suis en train de développer. J'aime beaucoup cette idée d'échafaudage. Le point, en résumé, c'est que la continuité, la dépendance d'une découverte de ce qui s'est fait précédemment. Donc, c'est ce qui tisse mon récit, parce que c'est un récit, presque un roman. Donc, ton livre nous montre l'échafaudage qui a mené à notre conception de l'univers tel qu'aujourd'hui. Et aussi comment on est arrivé à un moment, c'est le temps d'enlever l'échafaudage. C'est le temps, Ptolémée a fait son temps, ça marche plus, on peut plus continuer à vouloir accéder à nos bureaux, à nos appartements en grimpant dans l'échafaudage. C'est plus nécessaire. On peut maintenant tout faire en montant par les escaliers, en prenant les ascenseurs régulièrement. Donc, scientifiquement, mettez-vous ça dans la tête, c'est comme ça qu'on peut le faire. Mais, d'une certaine façon, et on va y revenir, je pense, Claude, dans notre discussion en prenant les étapes ici. Il a fallu passer par là. C'est ça. À qui s'adresse ton livre dans ton esprit? À moi-même, en premier. Je le répète, je dois toujours me convaincre moi-même que j'ai quelque chose, un récit, j'aime bien la notion de récit dans ce cas-ci, que le récit se tient, qu'il est
logique. Et d'abord, mon premier filtre est ma conjointe Hélène, qui doit toujours approuver que ça passe. Donc, et j'utilise utiliser d'autres lecteurs. Ici, j'ai eu le privilège d'avoir des lecteurs qui sont des grands historiens et tout. Donc, je teste les filtres parce que je ne suis pas historien. Je suis astrophysicien de terrain qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc, au-delà, mon livre, enfin, j'espère qu'il intéresse tous les gens qui ont cette curiosité par rapport à l'univers. Mais j'écris dans un style qui est, disons, pour les étudiants de cégep, les étudiants universitaires, mes collègues scientifiques et c'est tout. Et moi, une des plus belles remarques que j'ai, c'est quand un collègue qui est spécialiste dans la discipline m'écrit avec beaucoup de commentaires et tout. Le livre, en le lisant, ou l'article en le lisant, m'a appris beaucoup de choses. Et ça, quand ça vient d'un expert en particulier, ça réchauffe le non-expert. Comme quoi, on a toujours quelque chose à apprendre, tu sais. Toujours. Comment est née l'idée de s'écrire ce livre-là? Est-ce qu'il y a un moment... Là, j'ai triché. J'avais écrit, il y a 40 ans, et publié « L'astronomie et son histoire ». Oui. Qui a servi de texte de base dans beaucoup de cours d'introduction à l'astronomie. À l'époque, c'était nouveau, il n'y en avait pas beaucoup en français. Pendant des décennies, des astronomes amateurs, des gens, j'en ai, quand est-ce la deuxième édition? OK. Et d'abord, ça m'intéressait pas trop de faire une deuxième édition. Et les éditeurs disaient, c'était un livre de presque 700 pages. Les éditeurs regardent ça du coin de l'œil et c'est un peu trop. Et j'ai profité un peu de l'année dernière, puis les idées me brassaient et j'avais accumulé beaucoup de matériel et l'accès aux documents, comme vous l'avez souligné, l'idée, entre autres dans le cadre des illustrations, est maintenant extraordinaire. Absolument. Pas ce qu'on trouve en première ligne sur Wikipédia, etc. Non. Et tout. Ce qu'on va en accédant, en contactant les archivistes, les grandes bibliothèques du monde. Et là, on a accès à des choses extraordinaires. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en faire une entre guillemets, une nouvelle édition, mais ça va être complètement transformé. C'est une modification à fond avec les connaissances que j'ai acquis dans les derniers 40 ans. Et j'ai repris un peu les éléments de astronomie, son histoire, les éléments de histoire que j'ai intégrés. Et il y a parfois des passages qui sont identiques, surtout dans ce qui est le petit résumé de départ, où est la Terre, comment ça marche, etc. et tout. Que les gens, d'ailleurs, peuvent littéralement sauter et passer tout de suite après aux autres chapitres pour rentrer dans le jeu et revenir à ce chapitre si nécessaire. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que j'ai triché un peu. J'ai parti de quelque chose que j'avais déjà fait et on me pistonnait depuis tellement d'années à faire quelque chose de nouveau. Donc, j'ai trouvé énormément de plaisir en quelque sorte, à refaire ce récit en utilisant certains éléments où j'avais déjà appris beaucoup et je m'étonne moi-même de comment ce document initial, Astronomie, son histoire, était à point pour l'époque. Il l'est encore, d'ailleurs, il est disponible encore en version électronique. C'était un des premiers livres des presses de l'Université du Québec à se retrouver en version électronique. Il m'avait d'ailleurs demandé la permission. C'était au début des années 90. On a identifié 40 titres qu'on voudrait essayer. Qu'est-ce que ça va donner en version électronique? Donc, c'est un des premiers qui s'est retrouvé de cette façon. OK, parfait. Pour commencer un peu justement l'histoire du livre, dans ton livre, tu nous dis que, selon ta compréhension de l'histoire, la pensée scientifique est née il y a à peu près 2600 ans, donc à peu près 600 ans avant notre ère, quand des philosophes grecs sont mis à imaginer que l'univers, c'était peut-être une mécanique, peut-être un système, et non pas quelque chose d'incompréhensible, de surnaturel, de magique, mais qu'on pourrait peut-être expliquer l'univers. Comment est apparue cette pensée-là? Comment ils ont vu la chose au début? Il y a donc à peu près 2600 ans. Donc, on le sait par les quelques écrits qui nous demeurent. La première chose, c'est ce que Claude vous avait signalé.
ce qu'on appelle la naissance de la pensée scientifique. Ouais. C'est un terme utilisé par le physicien théoricien Carlo Rovelli, qui est un petit livre magnifique. Et c'est l'école de Millet qu'on dit, qui est une ville qui a, en Turquie actuelle, qu'on peut visiter. Il ne reste plus grand-chose, sauf un beau forum et un bel amphithéâtre. Où ma conjointe et moi étions en 89. J'ai encore des photos et c'est assez admirable. Donc, c'était un centre culturel de la Grèce antique très important. Et il y avait 3 chercheurs qui, à peu près, œuvraient en même temps. Thalès de Milet, Anaximandre de Milet et Anaximène de Milet. Celui que je mets plus en évidence, c'est Anaximandre de Milet, donc qui serait né vers à peu près 610 avant Jésus-Christ et qui serait décédé à 546 avant Jésus-Christ. Les dates de naissance et de décès sont toujours à plus ou moins quelques années. Donc, vous avez l'idée, en effet, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est là qu'il vit. Et on attribue à Anaximandre le premier cette idée que la Terre, c'est pas une table sur le dos d'un éléphant, c'est pas, j'exagère un peu parce que souvent c'est des images. L'image qu'on en a, oui. Qui est pas vraiment, qui était pas celle des gens qui essayaient de penser comment c'était. Mm-hmm. Et par une observation aussi simple que celle que un enfant, à un moment donné, fait, c'est que si vous avez une pièce avec un mur et vous pouvez passer derrière et sortir par l'autre côté, vous entrez Claude d'un côté et vous sortez de l'autre, à un moment donné, l'enfant sait que vous êtes la même personne. Mm-hmm. C'est intéressant. Donc, pour nous, ça nous paraît tellement... Évident. Mais ce qu'a fait Anaximandre, c'est qu'il a dit, je vois... le soleil se couche, on va se coucher à l'ouest et réapparaître à l'est, de même pour la Lune et pour les étoiles. Bon, certaines mythologies et tout disaient, entre autres chez les Égyptiens, que le soleil partait, passait, descendait, entre autres dans la mer, et un nouveau soleil réapparaissait le matin. Comme l'enfant qui pense que c'est une nouvelle personne qui sort de la pièce. Exactement. Et Anaximandre te dit, une minute, OK, disons ça, mais c'est plus difficile avec les étoiles. Il dit, je vois les constellations qui descendent, se couchent derrière l'horizon, et la même constellation réapparaît de l'autre côté. Il dit, ça veut dire qu'il y a de l'espace en arrière. Donc, les choses passent derrière la Terre. Donc, la Terre, elle flotte dans l'espace. Et ces objets sont autour de nous, virevoltent autour de nous, ce qui a été la pensée pendant longtemps, ce qui avait plein de sens. Donc, et en même temps, avec ses collègues qu'on a appelé plus tard l'école de Millet, c'était pas une école, là, et ils ont, pour la première fois, en tout cas qu'on sache, laisser des écrits qui disent qu'on peut expliquer toutes sortes de phénomènes, la foudre, les tremblements de terre, par des causes naturelles et non pas par des forces magiques et surnaturelles. Donc, je pense qu'il est correct de marquer, comme Carlo Rovelli le fait, ce début de la pensée scientifique à cette époque. Peut-être que plus tard, on retrouvera des documents en Mésopotamie plus anciens. On a des tables cunéiformes qui nous rapportent des observations, toutes sortes de choses qu'on sait. Mais la compréhension... La compréhension... laissée par quelques écrits fort élémentaires, elle nous vient de cette époque-là. Et entre autres, le fait que la Terre flotte dans l'espace. Et je pense que ici, j'ai pris un texte et où je cite dans le livre, je me souviens plus, je le fais dans le livre, ici je vous le donne, Karl Popper, un des plus grands philosophes des sciences du 20e siècle, donne cet événement dans la pensée humaine qui a été en quelque sorte d'Anaximandre, de cette proposition, une des idées les plus audacieuses, révolutionnaires et porteuses de toute l'histoire de la pensée humaine. C'est fort, ça. Autrement dit, avant Anaximandre, on pensait que les astres mouraient le soir et renaissaient le matin, que c'était des affaires totalement différentes. En fait, et lui on ne dit sait pas trop ce qu'on pensait, mais par d'autres récits mythologiques, on pensait que il y avait la Terre, on voyait un certain espace, le firmament, l'atmosphère,
mais on faisait pas de distinction. C'est-à-dire, l'espace c'était la Terre c'était l'espace. Il n'y avait pas de distinction. Et ça, j'y reviens beaucoup dans mon livre, en des rappels en début de chapitre et tout. Comment on a cassé cette image-là? D'abord par une proposition, mais il a fallu le démontrer plus tard. Et ça vient beaucoup plus tard. C'est ça. Entre-temps, les Grecs développent une espèce d'image de l'univers, une conception de l'univers qui serait, la Terre serait au centre et il y aurait des sphères, un peu comme des couches de pelure d'oignon, et sur lequel seraient fixées les différentes planètes, la Lune, le Soleil et les autres. Donc, une première vision de l'espace, comme quoi c'est une série de sphères enchevêtrées un peu comme des poupées russes. Oui, comme c'est les sphères concentriques. C'est ça. Et le premier, qui est extraordinaire aussi, c'est un autre grec, donc on tient au grec pendant longtemps, c'est Eudoxe de Cnide. Lui, il vient à peu près presque 200 ans plus tard qu'Anaximandre, qui a vécu Cnide, j'ai pas regardé, c'est peut-être encore sur la partie occidentale de la Turquie actuelle, de 408 à 355. Et lui, on a plus de choses de lui. C'est lui qui a proposé l'idée que, et je reviens, oui, que on peut comprendre l'univers comme un ensemble de sphères concentriques, dans le sens que sont toutes avec centre, c'est la Terre. Donc, on est comme au cœur de l'oignon. C'est ça. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il construit ça comme un peu ces sphères, où, évidemment, il attache. Donc, mais il faut le voir faire attention, il ne faut pas donner un sens trop littéral à ça. Okay. C'était, finalement, il dit, je vais me donner un moyen de calculer les positions des astres dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou dans la semaine prochaine, etc. Et tout. Donc, il a commencé par ce jeu de sphères qui tournait toujours au même centre, mais dont les axes de rotation étaient différents. Et pas à la même vitesse. Et pas à la même vitesse. Okay. Et c'était extraordinaire. Donc, c'est une machine, la première machine à calculer qu'on a fait. Et il a réussi à, en quelque sorte, expliquer pas mal de choses. Sauf que, parce que les sphères étaient concentriques à un même centre, il ne pouvait pas expliquer certains mouvements, entre autres, à un moment donné, le mouvement d'une planète Mars semble aller vers l'ouest. Donc, j'oublie le mouvement diurne, dont il tient compte très bien, c'est son plus facile. Et d'un coup, ça se met à revenir en arrière et repartir, ce qu'on appelle la rétrogradation. Et il ne pouvait pas aussi expliquer le fait que des planètes, comme toutes les planètes, Mercure, Vénus, ensuite Mars, Jupiter, Saturne, les planètes qu'on connaissait, leur brillance variait. Okay. Donc, ça a l'air. Sauf que il a mis en quelque sorte la table pour un système entre guillemets de calcul. C'est ça. Ouais. Est-ce que, je veux juste comprendre, est-ce que dans son esprit, les sphères ils sont imaginaires ou elles existent? Est-ce que pour les Grecs, il y a vraiment des sphères sur lesquelles on a fixé une, la Lune, une, le Soleil, une, Mars? Est-ce qu'ils existent dans l'esprit des Grecs? Non, je pense que jusqu'à un certain point, je pense que c'était l'aspect entre guillemets de calculateur. Okay. Évidemment, plus tard, et on voit, il y a certains tableaux de manuscrits où on voit dessiner les sphères de toute beauté d'ailleurs, hein, avec des anges qui ont des manivelles, parce que avec la chrétienté, il fallait quelqu'un pour faire marcher ça. Et d'ailleurs, il y avait les chérubins et les séraphins qui étaient en charge du trafic céleste. Donc, on les voit avec des manivelles. C'est de toute beauté. Mais ça, c'est pas les Grecs, ça. Non, c'est pas les Grecs, mais je pense que j'appelle ça, c'est de la vulgarisation. Pour expliquer aux gens comment ça pouvait marcher, cette affaire-là. Donc, il y avait quelque chose de précis dans la mécanique céleste. Donc, on peut dire, pour revenir au thème, Eudoxe, c'est le premier à proposer un moyen d'expliquer par des causes naturelles la mécanique céleste qu'on utilise maintenant pour lancer des satellites. Oui, ça nous paraît primitif, mais si on se met à l'époque, c'était une avancée audacieuse. C'est un premier pas important. Oui. Une autre avancée, les Grecs ont inventé un concept qu'on peut dire qui résonne encore, si je peux faire un jeu de mots, l'harmonie des sphères.
c'était comme de lier les mathématiques et la musique. Oui. Explique-nous un peu, qu'est-ce que l'harmonie des sphères? Ça, une expression dont on entend parler sans nécessairement savoir de quoi il s'agit. Donc, je pense que ça vient de Pythagore qui, en fait, vient un peu entre Anaximandre et Eudoxe, qui est un penseur sur plusieurs plans, d'ailleurs plus mystérieux que les deux derniers, donc il a vécu entre 575 et 495. Donc, en gros, il a vécu principalement au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est lui qui énonce cette notion qu'il y aurait une espèce d'organisation des sphères, un peu comme les cordes d'un instrument de musique. Et que ces sphères, en quelque sorte, en bougeant, en tournant, créeraient des sons tonitruants, mais que nous, on ne peut pas entendre parce qu'on est né avec. On les a toujours entendus. C'est un bruit de fond. C'est un bruit de fond. Okay. Et ce qui est curieux, il y avait quelque chose qui a duré même jusqu'à Johannes Kepler, qui a écrit un livre, L'harmonie des mondes, dans lequel il avait sa troisième loi, parce que Kepler avait cet aspect mystique, oui, où il recherchait, en plus d'une compréhension mathématique de l'univers, en particulier du système planétaire, et aussi ce besoin d'avoir un ordre encore plus élevé des choses. D'ailleurs, c'est disparu. Avec Newton a pris les lois de Kepler de base, qui était un apport extraordinaire, et a envoyé promener toute l'histoire des harmoniques, de la musique des sphères célestes. Mais ça reste, on le sait. C'est ça. Aujourd'hui, l'image est poétique. Oui, et aujourd'hui, même dans l'esprit collectif de création, souvent, les gens vont même réutiliser ça dans des pièces, des compositions musicales, l'harmonie. Il y en a encore des gens, je pense, qui y croient un petit peu. C'est correct. C'est ça. Ça fait rêver comme concept. Si on fait un saut en avant d'à peu près 1000 ans, tu parles ensuite dans ton livre de l'astronomie arabe, de l'apport que les Arabes ont fait à l'astronomie. On l'a oublié aujourd'hui, mais il y a à peu près 1000-1500 ans, les Arabes, c'est eux qui possèdent la science, c'est eux qui possèdent le savoir, sont en avance, je pense, sur un peu tout le monde. D'ailleurs, on dit toujours, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui, ce sont les chiffres arabes et non pas les chiffres romains. Donc, il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, les Arabes ont développé des connaissances astronomiques très importanes. Parle-nous-en un peu, rappelle-nous. Donc, première chose, corrigeons, chiffres arabes, mais les chiffres, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est indien. Oui. Donc, c'est les Arabes qui ont récupéré ça et qui l'ont adopté. Donc, retenons ceci. Okay. D'ailleurs, une petite chose que je trouve toujours amusante, c'est peut-être qu'on va y revenir. Ce qui arrive, c'est que les Arabes, parce qu'ils sont en contact parce que distinguons deux mondes, entre guillemets, le monde arabe et le monde persan. OK, parce que il y a astronomes persans qui sont pas des Arabes. C'est les gens, comme aujourd'hui, qui sont toujours de la partie Asie centrale, l'Iran, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, tout ça. Là, c'est un monde qui a une histoire aussi longue. Et ils ont toujours été en contact avec le monde grec. Bon, Alexandre est rentré là-dedans et tout. Donc, il y a eu le savoir grec qui a pénétré en Asie centrale et il y avait des gens extraordinaires là qui ont récupéré, ils ont pris leurs propres éléments et tout. Et en effet, la science arabe, qui inclut par extension la science persane, s'est développée en parallèle et pendant la dite montée du christianisme en Europe s'est développée indépendamment. Donc, il y a eu comme une brisure surtout avec la prise de Constantinople. Mais le savoir arabe est dans toutes les disciplines. Par exemple, la médecine, entre autres avec Avicenne, qui est justement à peu près au 11e siècle. L'optique avec Al-Haytham, qui est aussi du 11e siècle. Il y a 3 grands personnages. Tantôt, j'ai mentionné l'école de Milet avec Anaximandre, Anaximène et Thalès. On peut dire qu'il y a comme une nouvelle grande école arabe persane au 11e siècle, qui est
donc Avicenne, que je viens de mentionner, surtout la médecine, Al-Haytham pour la physique, l'optique, et je reviens, et aussi le grand Al-Biruni. Donc, Al-Biruni, qui est un savant universel et qui a fait des réalisations, et on a beaucoup plus d'écrits de ces gens-là que des Grecs dont on vient de parler. Et, entre autres, le grand historien belge qui a travaillé surtout aux États-Unis, Georges Sarton, qui a écrit une introduction à l'histoire des sciences, qui fait à peu près 4000 pages, une introduction. Il l'a appelé le 11e siècle, le siècle de Al-Biruni. Okay. Donc, et Al-Biruni, on pourrait mentionner plusieurs choses, mais c'est un bel exemple de la science arabe. Et Al-Biruni a déterminé, entre autres, le diamètre de la Terre avec une méthode extraordinairement simple. On connaît Ératosthène au 3e siècle avant Jésus-Christ qui mesure au moment du solstice d'été l'ombre projetée par un stylet lorsqu'il est, je me souviens plus, je pense à Alexandrie, comparé à une ville plus au sud, à peu près, on sait aujourd'hui à peu près 800 km, et dans un cas, il n'y a pas d'ombre, la ville plus au sud, et l'autre. Et de l'ombre et de l'angle que ça fait, il calcule un diamètre de la Terre qui est à peu près de l'ordre de 40 000 km. Sûr que certaines, mais pas Ératosthène, mais Al-Biruni, 1300 ans plus tard, va proposer une méthode qu'on utilise constamment aujourd'hui de triangulation. Il mesure, je la résume parce que ça pourrait être fait par des profs d'école secondaire avec leurs élèves aujourd'hui. Okay. Ce serait de mesurer, vous mesurez la hauteur d'une montagne proche de chez vous, donc à quelques kilomètres, vous le faites avec assez haute précision par rapport à votre horizontale. Et connaissant la distance, vous la mesurez en prenant un gallon et de vous à la base de la montagne. Ensuite, vous allez sur le haut de la montagne. Et là, du haut de la montagne, vous mesurez l'angle que fait l'horizon que vous voyez du haut de la montagne avec l'horizontale déterminée par ce niveau. Il y a un petit angle. Et de ça, il a dérivé la mesure probablement la plus précise jusqu'au à peu près au 19e siècle de la circonférence de la Terre. C'est une simplicité et tout. D'ailleurs, j'aimerais ça faire ça avec des jeunes en allant, par exemple, du côté sud du fleuve, prendre la hauteur du Mont-Saint-Anne et d'aller au Mont-Saint-Anne parce qu'on peut y aller et là d'utiliser par exemple le fleuve et comme base, parce que la Terre est ronde, l'horizon il est pas infini là. Oui, tout à fait. Mais ça va être dur de calculer l'angle parce qu'il ne doit pas être très grand. Hein? Il n'est pas très grand et d'ailleurs c'est ça que les Arabes avaient développé, tous ces nouveaux outils de mesure et autant qu'on connaît presque rien des outils d'observation des Grecs. Il était surtout en bois, quelques-uns en métal qu'on a perdu. On peut, par des instruments qu'ont construits et développés les Arabes et les Persans, déduire un peu ce qu'ils avaient dans le temps des Grecs voir que ils avaient été très améliorés par les savants arabes et persans. Oui. Les Arabes ont inventé, entre autres, un outil, je pense qu'on connaît tous le mot, mais on ne sait pas de quoi, l'astrolabe. Oui. C'est un instrument très important en astronomie. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça servait? Donc, en fait, ça, c'est là, c'était un peu comme prendre les sphères homocentriques de Dox et là, d'en faire un instrument portable. Souvent, il pouvait être très gros, hein. Il l'était dans tous les observatoires. Certains observatoires historiques, comme celui de Beijing, ont encore ces astrolabes construits par les Jésuites, en passant. Donc, et c'est tout ce système, ça peut être sous la forme d'une sphère, qu'on appelle une sphère armillaire, mais la forme la plus simple, elle est plate. Ouais, un disque. C'est un disque avec des mesures et derrière, il y a certains cadrans qui montrent la position de certaines étoiles de référence, qui peuvent même montrer, les plus complexes peuvent montrer les planètes, la Lune et tout. Donc, c'est une espèce d'instrument, c'est une espèce de super théodolite qui inclut beaucoup de données. Donc, c'était de la haute tech, donc pour l'époque. Et aujourd'hui, c'est un peu comme
nous, on peut prendre un téléphone et pointer vers le ciel et vous allez voir les constellations et tu tout. vas nous dire les constellations. Donc, en fait, l'Astrolabe, avec ses systèmes de pointage, c'était la même chose. C'est l'ancêtre d'un cellulaire qui nous permet de savoir les... Sauf qu'il fallait savoir comment fonctionnait l'Astrolabe, alors qu'il n'est pas nécessaire de savoir comment fonctionne notre téléphone puis comment tout ce qui est rentré là-dedans. Donc, c'était un outil pour se positionner, mesurer. C'est un peu une méthode, c'est un peu un cadran pour donner l'heure parce qu'on pouvait comparer l'altitude et on savait à peu près quelle heure il pouvait être la nuit avec ce genre d'instrument. Donc, il y a des formes. Le cadran solaire, c'est la forme la plus simple, la plus pratiquement simpliste de l'Astrolabe. Parce que au lieu d'utiliser une ombre dans l'Astrolabe, on utilise des visées. On regarde à partir d'un petit trou, puis on regarde un pointeur. Donc, et on mesure des angles qui sont, parce que ce sont des grilles, des cercles faits en bronze, bien marqués à haute définition, souvent un peu décorés. Oui. On va en voir un peu. Si on fait un saut dans le temps, pendant à peu près 2000 ans, les Grecs avaient posé, donc à peu près 2500 ans avant aujourd'hui, il y a 2500 ans, que la Terre occupe le centre de l'univers, que tout tourne autour de la Terre, donc une vision géocentrique du monde. Une vision qui a vraiment marqué notre histoire, notre évolution, puisque pendant 2000 ans, elle a trôné comme étant le modèle, même un modèle incontestable. Toute personne qui s'attaquait à ce modèle-là risquait de périr sur les bûchers de la chrétienté. C'est environ vers la fin des années 1400, début des années 1500, que Copernic a remis en cause le système en disant c'est pas logique. D'ailleurs, je pense que même à l'époque des Grecs, on avait conscience que le Soleil était plus gros que la Terre. Donc, la logique, ça aurait été que tout tourne autour du Soleil et non pas de la Terre, mais c'est une vision auquel on se refusait. C'est Copernic qui a replacé un peu les choses en disant c'est peut-être plus le Soleil qui est le centre de l'univers. C'est à peu près ça? Oui. L'idée qu'on n'est pas le centre, elle est ancienne. Elle date d'Aristarque de Samos. Aristarque, qui a vécu de 310 à 230, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle avant Jésus-Christ. Il est le premier à avoir proposé un système héliocentrique. D'ailleurs, Copernic, dans son grand ouvrage, le mentionne. Et un autre qui a parlé que la Terre pouvait tourner, plutôt que de faire tourner cette immensité, il dit ça va être plus simple de faire tourner l'immensité et de faire tourner la Terre plutôt que l'immensité. C'est Philolaüs, que Copernic aussi mentionne. Donc, ça, je le décris en détail dans mon livre. Donc, oui, l'idée de géocentrisme, on est au centre de tout, on bouge pas, elle était costaud, dure elle s'était posée durant 2000 ans. Oui, mais dès le Moyen Âge, et surtout Al-Biruni, je pense que j'ai mis une citation, je me souviens plus, je l'ai donnée dans mon livre, mais Al-Biruni, rappelez-vous, on est avec le trio du 11e siècle, le trio de nos savants arabes et persans, avait déjà posé l'hypothèse que, en effet, la Terre pourrait tourner et on observerait exactement les mêmes phénomènes. C'est ça qui était la chose. Est-ce que c'est l'univers qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne sur elle-même? On observe la même affaire. OK. Donc, on est sur le bateau, c'est nous qui bouge ou c'est l'autre bateau qui bouge, etc. On peut pas le déterminer aussi simplement qu'on pense. Et donc, Al-Biruni le dit spécifiquement. Il dit, en effet, ce serait plus simple si nous, on tournait plutôt que d'essayer de faire tourner tout le reste. Donc, assez étonnamment, certains penseurs philosophes de la chrétienté, comme Guillaume de Ockham, qui a vécu au 14e siècle, et Jean Buridan, qui est un autre philosophe, des fois qu'on voit, je mentionne des noms, peut-être que les gens les ont vus, ont énoncé la même chose, que les phénomènes qu'on observe sont identiques, que ce soit nous qui tournions ou qu'on fasse tourner tout le reste. La grande objection qui a toujours été, c'est qu'on n'avait aucun moyen de démontrer
ce qui était en mouvement. Lequel est lequel? Qui bouge? Et ce n'est que James Bradley, dans les 1700, avec l'aide d'un télescope, qui a réussi à démontrer par le fait que les positions apparentes des étoiles étaient légèrement différentes selon une saison par rapport à l'autre. C'est un effet de parapluie. Quand on se déplace puis il pleut, il faut pencher son parapluie pour se protéger de la pluie. Mais la même chose, vu que la vitesse de la lumière est limitée, que nous on se déplace à 30 km par seconde. Donc, quand on observe une étoile, si on s'en va vers elle, elle va nous paraître. Il va falloir pencher notre télescope petit peu pour la voir comme on penche notre parapluie. C'était la première preuve que la Terre était en mouvement. Ensuite, avec la spectroscopie, le décalage spectral, on a pu le faire. Mais personne avant ne pouvait le faire. Vous-même, je vous mets pouvez-vous me démontrer que la Terre tourne sur elle-même, que la Terre tourne autour du Soleil? Vous êtes incapable de le faire sans instrument. Le problème qu'on a, c'est que quand on observe le ciel, c'est clair et évident qu'on voit que tout tourne autour de nous. C'est l'évidence même. Ouais. Et je prends souvent cet exemple-là pour signaler que c'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est la réalité. Parce que on a beau savoir que c'est nous qui tournons sur nous-mêmes, quand on observe le ciel, c'est évident. Mais je vais revenir à Copernic. Qu'est-ce que Copernic a apporté et après ça, Kepler va compléter? Bon, oh là là, ça c'est une bonne. Donc, Copernic, finalement, il a dit, bon, moi, je prends l'hypothèse que c'est trop... je peux pas accepter qu'on fasse tourner la majeure partie de l'univers. Il y a quelque chose que, pour ma logique, je ne prends pas. Et il a dit, je peux tout expliquer. Et même encore mieux, ce que Ptolémée faisait avec son système d'épicycles, d'écans et déférents. Ça, j'en parle dans le livre, donc c'est peut-être un peu difficile d'expliquer le détail de ça. Et ici, ce qui est important, c'est de voir que le système de Copernic reste fidèle à l'Antiquité parce qu'il n'utilise que des cercles. OK? Mais il va suivre une proposition qu'avait fait une personne que j'ai mentionnée en début d'entrevue, Regiomontanus, qui était un astronome allemand, qui avait démontré qu'on pouvait avoir un système différent de celui de Ptolémée avec ses épicycles et tout, en mettant les planètes, il a suggéré, mais en fait, l'équivalence géométrique qu'il avait fait, c'est que on peut reproduire des mêmes mouvements si on met chaque planète sur un cercle et l'autre planète, on sait maintenant qu'il y a une orbite différente, mais lui, il dit, je vais faire un cercle, mais je la mettrai pas au même centre. Il dit, je vais mettre des planètes sur des cercles, mais dont la Terre n'occupe pas le centre. Donc, il va excentrer les planètes. Donc, toujours en utilisant des cercles. Donc, cette idée-là, Copernic va la pousser plus loin. Donc, il se débarrasse, il dit, tout tourne autour de la Terre, mais je vais mettre les planètes et même le Soleil et même la Lune sur des centres de cercles qui ne correspondent pas au centre de la Terre. Okay. Mais la Terre reste le milieu de tout cet ensemble-là. Okay. Donc, c'était audacieux, mais en même temps, ce qu'il réussissait à faire, c'est de donner des observations aussi précises que Ptolémée, mais avec un modèle d'univers complètement différent. Okay. Mais il utilise des cercles. Et ce qu'on ignore souvent par les beaux graphiques qu'on voit du système héliocentrique, c'est que Copernic utilise aussi des épicycles. Il utilise des déférents et des écans. Donc, et ça reste un peu compliqué pour une dépendance que qu'est-ce qu'on a gagné? En fait, la précision des observations est meilleure au temps de Copernic, pas parce que son système est plus propice et plus apte, mais parce qu'on a des meilleures observations. Entre autres par des gens comme Regiomontanus et un de ses collègues, Bernard Walter, qui ont fait des observations. Mais là, on arrive au géant. Ouais. Kepler.
Donc, qu'est-ce que Kepler fait? Donc, Kepler, il dit, moi, il s'est essayé, j'arrête d'imaginer l'univers avec des modèles. Il dit, je vais m'asseoir, Tycho Brahe, avec qui j'étais en contact peu de temps, presque juste 1 année et demie à peu près, qui l'a vu mourir, d'ailleurs, brutalement. Kepler dit, moi, j'ai une base de données. Je juste peut-être mentionner, Tycho Brahe avait fait beaucoup d'observations très précises. Très précises. Donc, il avait ramassé une banque de données dont s'est servi Kepler. Donc, en effet, pour les gens parmi les auditeurs qui auraient... Donc, c'est à l'œil nu. La résolution de l'œil est à peu près d'1 minute d'arc. Donc, la Lune a 30 minutes d'arc. L'œil peut voir des détails d'à peu près 1/30 de ça. Mm-hmm. Mais si vous faites des observations aussi très précises à 1 minute d'arc, si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire une moyenne, une dispersion, etc. Vous pouvez avoir une précision qui peut être de l'ordre d'une fraction de cette minute d'arc. Ce qu'avait réussi à faire Tycho Brahe. Et il avait accumulé des positions des planètes. Il avait fait beaucoup d'autres choses. Et il avait aussi, en particulier, Mars. Parce que Mars a une orbite assez, on sait, elliptique. Donc, et Kepler, il dit, et c'était une histoire là, que Tycho Brahe, finalement, lui passe ses données, parce qu'il y avait un conflit avec son beau-fils, là, qui voulait tout avoir, le beau-fils de Tycho Brahe. Mais Kepler a finalement réussi à mettre la main sur les données. Et il a dit, moi, je vais trouver la solution de ce qui se passe. Je vais analyser ces données, je vais reconstruire l'orbite de Mars. Et ça, c'est une aventure extraordinaire parce qu'il pensait de le faire en quelques semaines. Ça lui a pris 7 ans. Et pour la 3e loi, à laquelle on va revenir, ça lui a pris 10 années de plus. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est imaginé dans l'espace, entre autres, il s'est imaginé sur Mars reconstruire donc c'est toujours des mesures de précis. C'est comme une espèce de triangulation qui se faisait en prenant la position des étoiles de Mars et il s'est imaginé sur Mars comment je vais voir la Terre, etc., parmi quelle étoile et tout. Et le récit de ça est extraordinairement bien reconstitué dans le livre extraordinaire encore, même si c'est un peu biaisé et un peu enthousiaste, par Arthur Koestler dans Les Somnambules de Sleepwalker. Donc, si vous voulez lire toute l'histoire un peu que je viens de vous raconter, là, c'est une autre façon de le faire. C'est une brique. Donc, Kepler et il est très bon en mathématiques. Il a la géométrie, il la possède et tout. Et là, il va essayer différentes formes. Il y a des positions en fonction du temps. Premièrement, il va essayer, il dit, je vais essayer des cercles. Là, il voit qu'il peut reconstituer quelque chose qui a du sens si la planète, pendant un temps, est autour d'un cercle de petit diamètre par rapport à l'autre temps où son diamètre aurait un centre positionné différemment, qui aurait un plus grand. Donc, les cercles excentriques, mais cette fois-ci, pour une même planète qui aurait une dimension différente. Donc là, il dit là, je vais essayer une forme ovale. Non, pas un cercle parfait. Non, je vais essayer un œuf. Oui. Et puis là, la géométrie d'un œuf, si vous regardez vos œufs, peut-être vous achetez vos œufs chez IGA, ils sont tous parfaits. Là. Mais les œufs, la forme ovale, la forme d'un œuf, c'est particulier, la forme d'un œuf. Et donc, il a finalement abandonné ça. Et à un moment donné, il est tombé sur l'ellipse, une forme géométrique dont le cercle n'est qu'un cas particulier, et où la planète occupe un centre, entre guillemets, qu'on appelle le foyer, parce qu'une ellipse a 2 centres. Donc, on voit pourquoi, un petit peu intuitivement, pourquoi Kepler a tripoté avec 2 cercles de diamètres différents pour aboutir à ça. Et ce qu'il a trouvé, c'est que tous les mouvements, Terre, Vénus, Mercure, Lune autour de la Terre, pouvaient être reconstruits à partir d'ellipses où le centre était, pour lui à l'époque, le Soleil. Donc, c'était extraordinaire, mais ça y a pris des années à faire. Donc, là, plus question d'épicycle, de décan, de déférent, de cette machinerie infernale, entre guillemets, qu'avait mis de l'avant Ptolémée. Mais qui marchait?
C'est ça. Pour prédire les positions des années d'avance avec la précision qu'on avait à l'époque avec les horloges, les outils de pointage. Donc, Kepler, c'est une véritable révolution. Donc, il va faire 3 lois, donc, que je viens de décrire. Les planètes ont des trajectoires qui correspondent à des ellipses autour d'un foyer qui correspond à la position du Soleil. Même chose pour la Lune, pour la Terre, qui est à la position du foyer de l'orbite lunaire. Deuxièmement, c'est que une ellipse, à un moment donné, si vous êtes sur l'ellipse, vous êtes plus proche du foyer à un moment donné et plus loin. Et quand vous êtes plus proche, vous allez plus vite. OK? Et quand vous éloignez, vous allez plus loin. Il a proposé certaines idées qui avaient une force variable. Il a fait appel à une force pseudo-magnétique. Mais ça, c'est inutile. Mais l'idée que la force, il y avait une force, mais qui était dépendante de la distance, il l'avait. Oui. Donc, vous imaginez, Robert Hooke et Newton vont attraper ça un peu plus tard. Et l'autre chose, il a été plus loin, il a dérivé sa 3e loi. C'est que il y a une relation entre la distance moyenne au foyer et le temps que met la planète à faire le tour complet de son ellipse. Et la relation est que le cube de la distance moyenne est proportionnel à la période ou la durée de la révolution au carré. Donc, c'est sa fameuse 3e loi. Et ça, numériquement, pour Newton, c'était du bonbon avec lequel il a travaillé pour dériver sa loi de la gravitation universelle. Mais la cassure avec le Moyen Âge, avec l'Antiquité, je veux dire, la cassure, je veux pas la faire. C'est une espèce de bond. Je dirais, Copernic l'amène, mais au fond, il a systématisé ce qu'Aristote avait proposé, à peu près en 300 avant Jésus-Christ. Mais c'est Kepler, ce que j'appelle le géant oublié. Oui. Transforme ce qu'on peut appeler maintenant la mécanique céleste, un peu comme Einstein transforme la physique des grands ensembles au début du 20e siècle. Ce que tu racontes, dans le fond, c'est intéressant, c'est qu'on voit que la science se construit sur les connaissances accumulées avant. Chacun monte sur l'épaule de l'autre, et des fois, il y a des épaules de géants sur lesquelles on se repose, etc. Un autre aspect que tu abordes dans ton livre qui est très intéressant, c'est le rôle des femmes. En fait, comme on constate un peu partout, l'histoire étant écrite par des hommes, on ne parle que des hommes et on néglige généralement le rôle des femmes. Je pense que depuis une couple de décennies, il y a des recherches qui se font et qui font ressortir l'importance des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont joué des rôles importants en astronomie. Et tu en parles dans ton livre. Fais-nous un peu un tour d'horizon de certaines collaborations, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. D'ailleurs, je veux juste annoncer mon prochain livre. Ah bon, c'est bien ça, une primeur. Le prochain livre va s'appeler « L'astronomie des dames ». OK. C'est pas moi qui l'ai écrit. Il a été écrit par Jérôme Lalande en 1797. OK. Donc, je vais faire un peu comme on a fait pour le maître. Je vais republier aux presses ce livre, L'astronomie des dames, et je vais le commenter. Et entre autres, je vais présenter des portraits de femmes astronomes en détail, bien plus loin que ce que j'ai fait dans la Terre, dans l'espace. Okay. Mais revenons à la question plus précise dans le cadre de la Terre dans l'espace. Il est évident, vous avez parlé de géants, et eu des géantes, et autant chez les hommes et encore plus chez les femmes, il y a des noms qui sont dans l'oubli. C'est ça. Parce que les gens, même si la science était plus faite par des individus ou quelques individus organisés dans le cadre d'institutions, entre autres chez les Arabes, là, où il y avait des gens qui travaillaient pour un calife ou tout pour toutes sortes de raisons. Et la création des universités au Moyen Âge, là, finalement dans la foulée de ce que les écoles qui étaient associées aux mosquées dans le monde arabe et musulman. Donc, beaucoup de monde ont travaillé, pas en proportion qu'on a actuellement dans nos centres de recherche, où on travaille à plusieurs dans des immenses équipes financées par l'État. Donc, oui, les femmes ont occupé de l'espace et elles ont émergé, entre guillemets, à peu près, je dirais, au XVIIe siècle. Et
c'est le rôle de Jérôme Lalande dans son petit livre, qui est un petit traité d'astronomie, qui est extraordinaire. Il est quand même précurseur. Hein? Qui est précurseur, d'ailleurs. Le livre est demeure d'une véracité, d'une authenticité extraordinaire, parce que c'est limité à la fin du 18e à décrire l'astronomie telle qu'on la connaissait. Donc, surtout, tous les planètes, la mécanique, Newton, Kepler, tout est là. Et la seule chose que j'ai eu à changer, entre guillemets, c'est de convertir les unités qu'ils utilisaient, les lieues, les toises, les pouces, j'ai mis ça en kilomètres, en mètres, etc. et tout. Mais les valeurs sont plus précises à l'heure actuelle. Mais son astronomie telle qu'il a décrit dans Astronomie des Dames, qui était un petit livre, justement, qui a été fait pour une personne qui a été une de ses amantes et grandes collaboratrices, Jeanne Dupierry. Il servait à l'enseignement de l'astronomie, un cours que donnait Jeanne Dupierry à la Sorbonne, au début du 19e siècle. Donc, fin du 18e, début du 19e. Est-ce que le rôle des femmes, ça a souvent été de faire les calculs, de faire le gros travail ardu? Oui. C'est les hommes qui récoltaient les lauriers. Wow, là, c'est un peu méchant, Claude. Là. Mais en partie, il y a un peu ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on a appelé, même jusqu'au début du 20e siècle, les femmes qui travaillaient à ce genre de travail de calcul, elles étaient très bonnes, on les appelait les calculatrices. Et même le mot que j'adore, les logarithmières. OK. Ah, ça connaissait. Les calculatrices, oui. Oui, ils savaient utiliser les logarithmes. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ces femmes-là battraient n'importe qui aujourd'hui en calcul de logarithme parce qu'aujourd'hui, on fait juste pitonner sur on sait pas comment ça marche. On sait même plus comment calculer. On sait même plus. D'ailleurs, les gens, souvent, ne savent plus compter. C'est ça. Donc, ça, c'est une autre question à aborder dans un débat plus grand. Donc, oui, elle travaillait et, justement, l'époque mise en avant par Astronomie des Dames, qui est plutôt celle de son époque, juste avant le siècle des Lumières. Donc, on associe à Voltaire, Diderot, etc., et tout, d'Alembert, avec la grande encyclopédie. C'est une période où les femmes sont montées, ont été intégrées plus, évidemment, comme logarithmières ou calculatrices, mais dans des rôles qui, aujourd'hui, seraient équivalents à ce qu'on appelle des attachés de recherche, des assistants de recherche qu'on fait. Et aujourd'hui, souvent, nos assistants de recherche, assistantes de recherche, se retrouvent co-auteurs des publications. Et ça, c'était moins le cas. Ça a commencé, et d'ailleurs, Lalande a été un des premiers à mettre de l'avant et à voir les calculatrices comme Dupierry et surtout Nicole Reine-Lepaute, dont on peut parler brièvement parce qu'elle a joué un rôle extraordinaire dans le calcul du retour de la fameuse comète qu'on savait, celle de Halley. Je me souviens plus de l'année, je me trompe peut-être, 1700 quelque chose. Et ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a parlé de la gravitation brièvement, où toutes les orbites sont des ellipses, le cercle étant un cas particulier, qui sont en orbite autour du Soleil, qui avec une vitesse qui diminue selon la troisième loi de Kepler en fonction de la distance. Mais ça, on peut à peu près tout prédire. Sauf que pour les comètes, ce sont des corps qu'on savait à l'époque, on savait pas trop leur nature, on savait que leur masse était petite. Donc, elles étaient sujettes, quand elles passaient, étaient en orbite autour du Soleil. Le Soleil est au foyer de l'ellipse de la parabole, qui est une autre courbe prédite finalement par la loi de Kepler. Mais si elle passe pas trop loin de Jupiter et de Saturne, l'orbite de la comète va être modifiée. Donc, pour prédire l'orbite, il fallait tenir compte pendant une certaine période de l'attraction qu'exerçait Jupiter. Et Nicole Reine-Lepaute a fait ses calculs avec Alexis Clairaut et Jérôme Lalande pour mieux prédire. Et d'ailleurs, ça donnait un temps de retour qui était 1 an, je me souviens plus tard, que si on n'en tenait pas compte. Donc, calcul très difficile, en fait un peu du main à la main, de combien à tel point et tout, continue, est un peu plus loin de Jupiter, ça diminue, là, le Soleil devient... Donc, c'était, aujourd'hui, les ordinateurs ont fait ça, rapidement. Donc, ça, c'est un bel exemple. Et Nicole Reine-Lepaute, les gens ne connaissent pas.
Non, c'est ça. Mais c'est un bel exemple d'une femme qui a travaillé comme logarithmière. Et ensuite, elle était rédactrice en chef de ce qu'on appelait Connaissance du temps. C'était le grand almanach qui donnait des positions des astres et tout, que les marins utilisaient, que tout le monde utilisait, même en astronomie. Donc, les femmes ont joué ces rôles-là. Et ce ne sera qu'au 20e siècle que les femmes vont, en quelque sorte, je dirais, devenir maîtres de leur propre recherche. Sauf que au siècle des Lumières, les femmes, comme Nicole Reine Lepaute ou Dupierry, étaient auteurs de leurs propres publications. D'ailleurs, ça s'était produit un peu auparavant en Allemagne par quelques femmes astronomes. Mais en effet, il y a émergence des femmes, mais c'était un problématique parce que c'était pas accepté trop par les hommes et non plus par les femmes. Il y avait une certaine jalousie. Et ça, j'en parle beaucoup plus dans le prochain livre que je vous ai annoncé. Bon, ben, on en reparlera éventuellement. Ouais. Je voudrais, en terminant, parler d'une des femmes qui a joué un rôle très, très important en astronomie, et on la connaît, celle-là, au moins, elle n'a pas été ignorée de son vivant. D'ailleurs, à qui tu dédies ton livre actuellement? Henrietta Leavitt. Explique-nous un peu le rôle important qu'elle a joué. Qu'est-ce qu'elle a mis au jour? Donc ça, c'est intéressant, parce que là, elle illustre un peu l'arrivée des femmes sur la scène. Là. Elles ne sont pas juste dans les coulisses. Donc, elle est arrivée et elle va être auteure de ses publications elle-même, ou même avec un directeur comme Edward Pickering de Harvard College Observatory. Pickering va être second auteur. Donc, des trucs comme ça, là, ça donne bien. Et ça, c'est il y a un siècle, hein, c'est au début. Exactement, il y a un siècle, 1907-1908. C'est ça, fait qu'on reconnaissait son apport. Donc, ce qui arrive là à la fin du 19e siècle, Claude, vous en avez parlé probablement dans d'autres entrevues, la photographie. Donc, avec la photographie arrive l'abondance des données. Des données massives, là, c'est pas hier, ça, là. L'astronomie a créé ça il y a plus d'un siècle. À la fin du 19e. Donc, on a mis des télescopes un peu partout autour de la Terre et on s'est mis à photographier. Parce qu'on avait finalement des émulsions où on pouvait voir des objets que l'œil ne pouvait pas voir au télescope. Parce que avec l'exposition, on pouvait utiliser la sensibilité de l'émulsion photographique pour que les photons fassent sortir quelque chose que l'œil ne pouvait pas voir. Autrement dit, si on prend une photo, on l'expose durant longtemps, un film, une pellicule, on voit des objets qu'on ne voit pas nous à l'œil nu parce qu'ils sont trop peu visibles. Et ça, on fait ça avec les détecteurs électroniques aussi, qu'il faut laisser poser longtemps. Donc, il y avait une abondance. Donc, Harvard College Observatory a créé un groupe, les calculatrices, computers, qu'on les appelait. Il y avait des hommes aussi, mais les femmes avaient, apparemment, c'est pas moi qui le dis, là, je cite, les femmes étaient plus fiables. Avaient de la patience. Je sais pas. Et l'autre chose, on pouvait les payer moins cher. Ah! Donc, ne discutons pas ça plus longtemps. Donc, c'était une main-d'œuvre extraordinaire. Et j'ai vu historiquement, au cours des quelques dizaines d'années, au début du 20e siècle, il y a 47 femmes qui ont travaillé à Harvard College Observatory comme computers. Et Henrietta en était une qui était... D'ailleurs, on connaît même son salaire et tout. Là. Je me souviens pas, ça a commencé à 12 cents $ ou quelque chose comme ça. Mais attention, convertissez aujourd'hui. À l'époque, c'est ça. Donc, mais retenez, le salaire était sûrement moins qu'avait l'homme en équivalent. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise à l'analyse des plaques photographiques, de mesurer des étoiles, en particulier les étoiles qu'on appelle étoiles variables. Il y a plusieurs types d'étoiles qui varient. En général, c'est par pulsation. Elles gonflent. Varie avec le temps. Donc, il y a une catégorie d'étoiles qu'on appelle les Céphéides, qui était connue depuis déjà un certain temps, que Henrietta a suivi en étudiant deux ensembles qu'on sait maintenant des satellites de notre galaxie, les nuages de Magellan, qu'on observe de l'hémisphère sud. Et elle a suivi une catégorie qu'on appelle les Céphéides. Elle a reconstruit la courbe de lumière qu'on appelle. Comment l'intensité varie en fonction du temps. Et ça, vous mettez votre plaque photo sur un instrument et vous identifiez toutes vos étoiles. Et votre plaque photo, là, il y en a des centaines de milliers de points. Donc, vous devez comparer deux plaques. Et moi, j'ai fait ça quand j'étais étudiant, qu'on appelle le blink comparator. Blink, c'est-à-dire que votre machine vous fait comme si c'était une seule image. Mais s'il y a un objet qui varie d'intensité,
vous voyez plum, 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 plum. Puis il ressort. Il ressort. Aujourd'hui, tout ça se fait automatiquement, mais ça marchait et c'est ce que faisait Henrietta. En plus, non seulement elle identifiait, mais aussi elle mesurait en fonction du temps. On avait le temps de la plaque photo et la brillance. Et elle a remarqué qu'il y avait une relation entre la période, la longueur de la montée, de la descente et du retour au max de la luminosité. La luminosité avec la période. Mm-hmm. Plus la période était longue, plus ça correspondait à une céphéide brillante. Mm-hmm. Hein? La moyenne était autour d'un jour. Et cette relation est extraordinaire parce que les céphéides, c'est des étoiles extrêmement brillantes. On peut les voir à très grande distance. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez un objet, maintenant on sait une autre galaxie, et vous observez des céphéides, si elles vous paraissent plus faibles, bon, l'objet est plus loin. Maintenant, si vous déterminez la période, vous pouvez simplement aller voir votre relation selon Henrietta et ça va vous dire la luminosité. Mm-hmm. Donc, quelle est la brillance intrinsèque de l'étoile? Donc, vous pouvez dériver la distance de cet objet. Et cette relation que Henrietta a établie au début du 20e siècle, 1707, 1708, 1710, c'est ce qu'a utilisé Edwin Hubble en 1923-24 pour déterminer la distance à la grande galaxie d'Andromède, M31. Et c'est intéressant parce que ce que faisait à l'époque Hubble, il cherchait des novas, des novae, des étoiles qui explosent. C'est un type d'étoile variable, mais pas du tout fiable. Pouf! Il y en a quelques-unes récurrentes. Et tout d'un coup, Hubble remarque un objet, au lieu de faire un pouf, puis ensuite tranquillement diminuer en brillance, il reprend des plaques, il compare les plaques qu'il obtient dans les années 20 avec certaines plaques de la même galaxie obtenues par George Ritchie à peu près 10 ans avant. Mm-hmm. Il dit, mais elle était là, la Novae, c'est pas comme ça, Novae n'est pas là, elle est là, puis elle n'est plus là. Donc là, l'étoile restait là. Donc, et là, il a dit, hey, c'est Henrietta ici, là. Il a découvert une céphéide. Il a découvert une céphéide. Là, il a pris sa luminosité moyenne, il l'a mis sur la relation, il a déduit la distance à peu près à 600 000 années-lumière. On sait que c'est à peu près 2 fois plus pour toutes sortes de raisons. Donc, Henrietta nous a donné ce que j'appelle la règle pour mesurer l'univers. OK. Tellement important aujourd'hui, et le télescope spatial a mené un grand programme dans les années 90 avec Wendy Friedman, que je connais bien, une astronome de l'Université de Chicago maintenant, une Canadienne, en utilisant ces balises que sont les céphéides et la relation période-luminosité découverte par Henrietta Swan-Leavitt au début du siècle. C'est une histoire intéressante parce que quelqu'un a approché de l'Académie des sciences de Suède à la fin des années 20. Je me souviens plus, je pense que c'est 1925, il a approché le directeur de l'observatoire à Harvard pour proposer de soumettre Henrietta à une candidature au prix Nobel de physique. OK. Puis là, il reçoit la note que Henrietta est décédée depuis 4 ans. Ah, c'est ça. Il faut être vivant pour avoir un prix Nobel. Mais ça démontre l'importance qui était reconnue du travail d'Henrietta Leavitt, mais le bond spectaculaire venait d'être fait par Edwin Hubble ici. La détermination de la distance et la démonstration que ces objets qu'on appelait encore nébuleuses étaient d'autres galaxies comme la nôtre situées à de grandes distances. Et tout de suite, Hubble et ses collègues ont observé des céphéides dans des galaxies de plus en plus éloignées, qui nous ont donné finalement ces dimensions, ces distances, et qui ont servi rapidement à 1927, à Georges Lemaître, dont on a parlé. On revient à ton balado. Exactement, à découvrir la loi d'expansion de l'univers. Georges Lemaître. C'est ça. C'est intéressant. Il y a presque une question de malchance. Henrietta Leavitt aurait dû avoir un prix Nobel, mais elle était décédée, alors qu'il faut être vivant pour un prix Nobel. Edwin Hubble a toujours rêvé d'avoir un prix Nobel, mais finalement, il y a eu peut-être le prix ultime d'avoir associé son nom au télescope le plus célèbre au monde.
tout le monde connaît maintenant Hubble à cause du télescope, Ouais. cette valeur que il ne sache pas, à moins qu'il soit au ciel, puis il est conscient de ce qui se passe sur Terre. Mais ces gens-là, finalement, sont reconnus par après, mais ils n'ont pas eu les prix Nobel qu'ils auraient espéré avoir ou qu'ils auraient mérité. Ouais. Mais la reconnaissance par après, c'est pas uniquement pour les astronomes. Non, ça arrive à ça. beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, Ouais. souvent dont les œuvres étaient tirées dans les hangars et tout, et aujourd'hui sont sur le marché par les grands, les gens qui ont les poches remplies d'argent. Exactement. On a fait un beau tour d'horizon. J'espère que les gens vont retenir que la science, c'est vraiment un édifice qui se construit. Et j'aime l'exemple, Pasteur, qu'on met des échafaudages pour élaborer des théories, mais une fois que la connaissance est acquise, c'est un édifice dans lequel on peut grimper soit à l'aide d'escaliers ou d'ascenseurs, dépendamment de la hauteur. Et ce qu'il faut se souvenir comme ça, c'est que la science, c'est toujours en construction. C'est pour ça, des fois, que les gens sont un peu perdus en science. On apprend une notion, puis quelques années plus tard, la notion, elle est défaite, elle est démentie pour une autre. C'est un édifice en construction, mais en même temps, la connaissance avance. Et c'est un peu ce qu'on a montré, je pense, dans ce balado aussi avec 2500, un survol de 2500, parce que 2500 ans, il y aurait beaucoup à dire, il y en a beaucoup dans ton livre, et ce que je comprends, c'est qu'il y aura une suite dans notre balado, dans quoi, peut-être 1 an pour le livre sur les femmes dans l'astronomie. Ça sera un sujet intéressant, on va en parler un peu plus en détail. Et Claude, pour juste poursuivre l'idée, j'aimerais, dans 500 ans, être l'auteur de La Terre dans l'espace et faire le retour sur 3000 ans d'histoire. Oui. Où on va être rendu dans 500 ans, hein? C'est ça. Ben écoute, Jean-René, je te remercie beaucoup. C'est un exposé, je pense, fort intéressant. Et je rappelle aux gens, avec cet exposé-là, vient un fascicule dans lequel, d'une part, on va illustrer un certain nombre de propos et on va expliquer, parce qu'il y a des notions qui ne sont pas évidentes à comprendre. Donc, il y a un fascicule qui accompagne cet exposé. Vous allez comprendre un peu plus, vous allez voir. Moi-même, en faisant le fascicule, je fouille plus loin. Avec les illustrations, ça aide à comprendre. On parlait tantôt de qu'est-ce que c'est un astrolabe. Vous allez l'avoir illustré dans le fascicule. Puis, évidemment, il y a aussi le livre de Jean-René. Là, vous allez aller beaucoup plus loin. Et c'est un livre, je trouve, vraiment fort intéressant. Surtout que avec les illustrations, et c'est ça que moi j'ai apprécié, on comprend beaucoup mieux. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais les explications de Jean-René plus les images éclaircissent énormément de concepts. Fait que ça vaut la peine d'aller le voir, c'est un livre fort intéressant. Sur ce, je vais conclure le balado. Je vous remercie beaucoup et ça a été un plaisir de refaire enfin un balado en famille. Grand merci à tout le monde. Merci beaucoup à Jean-René Roy pour cette belle entrevue encore une fois. C'était à une époque, parce que maintenant j'enregistre la conclusion quelques jours plus tard, même presque, je pourrais dire quelques semaines plus tard. Et on avait pu faire cette entrevue en présentiel. J'ai pu donc rencontrer Jean-René et Claude pendant l'émission. C'était bien agréable de pouvoir se voir. Mais maintenant, au moment que j'enregistre à la fin de l'année, 2021. Le confinement est de retour et maintenant, ce ne serait plus possible, malheureusement, de répéter cette expérience. Je veux remercier des nouveaux patrons, nouvelles patronnes sur notre plateforme patreon.com Voyage dans l'espace. Bienvenue à Christine et Claude Boisvert et re-bienvenue à Jérémy Rivard. Jérémy Rivard qui anime un excellent balado qui s'appelle « Sur la Terre des Hommes » et Claude Lafleur va faire son tour à l'occasion, donc un balado à suivre. Un grand merci à tous nos contributeurs Patreon. C'était donc l'équipe de Voyage dans l'espace, moi-même Mathieu Rancourt, Claude Lafleur, de même que Florent Meunier au montage et Laurent Runigo aux médias sociaux. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.